Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur le parcours ISO 20022. Je suis Thomas Ashdown, Sales Executive chez Isnet et j'ai le plaisir aujourd'hui de modérer notre session et d'accueillir des experts de l'industrie qui vont partager leurs expériences et nous éclairer sur les moyens d'accélérer les migrations, éventuellement corriger les implémentations, mais surtout récolter les fruits des investissements ISO 20022. Nous avons prévu une dizaine de minutes à la fin de la session pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à interagir lors de ce webinaire en nous posant des questions via l'onglet questions prévu à cet effet. On essaiera de passer un maximum de questions en revue, mais en fonction du nombre de questions qu'on reçoit, on n'aura peut-être pas l'occasion de les passer toutes en revue, auquel cas, on reviendra vers vous par écrit dans les jours qui suivent. Alors, tout d'abord, pour cette session, j'ai le plaisir d'accueillir Delphine Dahan, responsable projet informatique Swift chez Crédit Agricole Payment Services depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, Delphine est responsable du projet CBPR plus Migration ISO 20022 pour le compte des entités du groupe Crédit Agricole. Elle est aussi en charge de l'évolution des outils Messaging Warehouse et Duplicate Detection de Isnet. J'accueille également Damien Goderis, Industry Engagement Manager Payments and Receivables à BNP Paribas. Damien a tenu les rôles de Product Manager et de Business Analyst pendant plus de 16 ans pour des banques internationales et pour Swift. Aujourd'hui, Damien représente le groupe BNP Paribas dans des groupes de travail internationaux pour façonner l'avenir des paiements. J'accueille ensuite Amel Louati, Managing Business Analyst chez Capgemini. Amel intervient auprès des banques depuis plus de 20 ans en les accompagnant sur différentes problématiques, tant métier que IT. Et finalement, ma collègue Marie-Christine Diaz, en tant que Business Development Manager pour le marché des paiements en Europe chez Isnet. Marie-Christine jouit d'une expérience de plus de 30 ans dans la stratégie et le développement de solutions de paiement Swift pour les banques, entreprises et infrastructures de marché. Alors tout d'abord, ce qui est peut-être intéressant de faire, c'est de poser le contexte de la norme ISO 20022 et je vais commencer par adresser des questions à nos panélistes. Je vais peut-être commencer par Amel. Donc, on parle de norme ISO 20022, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Amel? Oui, tout à fait. D'abord, bonjour à tous et bonjour Thomas. Merci de m'avoir convié à ce webinaire. Alors, pour la norme ISO 20022, on peut dire qu'il y a deux objectifs. Le premier objectif, en fait, est de permettre de dissocier le modèle de données de la technologie sous-jacente et cela passe par la définition tant d'un référentiel que d'un dictionnaire commun. Ensuite, on peut définir comme second objectif, en fait, la nécessité de transporter, enfin, la possibilité de transporter un grand nombre de données, beaucoup plus important qu'avec la norme MT, et d'échanger ces données-là. C'est l'exemple tel qu'on le voit aujourd'hui, où on a des données beaucoup plus précises, tant sur le donneur d'ordre, le bénéficiaire et d'autres types de données. Très bien. Clairement, la norme apporte un champ de nouvelles possibilités, mais on en parle déjà depuis un certain temps. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur son niveau d'adoption réel dans l'industrie pour le moment? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, la norme ISO 20022, on en parle avec le CEPA depuis 2007. Et cela concernait avant tout le transfert des paiements domestiques dits de petite valeur, et bien entendu en devise euro. Aujourd'hui, en fait, cette norme, elle a également été choisie par la majorité des communautés financières de par le monde pour les paiements domestiques à plus grande valeur et dans la majorité des devises. Et on parle également des paiements transfrontaliers SWIFT entre banques correspondantes. D'accord. Alors, on a la chance d'avoir des représentants de grandes banques, BNP Paribas et Crédit Agricole dans le panel aujourd'hui. J'aimerais en profiter pour peut-être leur adresser une question. Principaux défis qui pourraient affecter la migration vers la norme ISO 20022. Bonjour à tous et merci Thomas pour cette question. Je pense que
les défis sont énormes parce qu'on a les paiements internationaux, paiements transfrontaliers représentent un volume important et dans un monde où l'automatisation a déjà pris une grande part dans l'exécution de ces paiements. Et la migration ISO touche l'ensemble de la chaîne d'exécution. Donc, en effet, il y a énormément de défis à relever afin de bien exécuter, de faire la belle migration ISO. Et en plus, on a dans le monde des paiements, bien sûr en fonction de chaque institution, mais des taux d'automatisation qui sont très élevés. On est clairement au-dessus des 90%, voire 95%. Et donc, tous ces défis doivent être relevés afin de ne pas dégrader l'exécution de ces paiements internationaux, mais bien de l'améliorer. Et n'oublions pas que ce n'est pas, comme lors du CEPA, une communauté déjà importante qui migre, communauté européenne, mais ici on parle de la communauté mondiale qui doit migrer. D'accord, c'est intéressant, Marie-Christine. Donc, si on entend ce que Damien vient de résumer, finalement, l'automatisation des paiements est potentiellement un risque. Et donc, comment est-ce qu'on peut améliorer le rapprochement des paiements et la gestion de la trésorerie? Donc, comment augmenter les taux de STP avec les données ISO 20022? Oui, donc en effet, les taux de STP sont à risque, clairement, Damien l'a bien expliqué. Et là, où on peut avoir une possibilité de vraiment améliorer l'automatisation des paiements, c'est de pouvoir utiliser justement cette richesse d'informations, ces nouvelles données qui apparaissent dans le paiement pour pouvoir mieux contrôler la corrélation entre le paiement et son cash reporting. Et donc là, ce qui est important, c'est l'exactitude, mais la complétude aussi de ces données qui sont certainement supérieures à l'existant et qui permettront d'améliorer les taux de STP. De plus, il faut savoir aussi que la norme ISO 20012 vise à l'harmonisation de tous les types de paiements, quelle que soit leur origine, leurs canaux ou le type d'instrument. Et donc, ça va aussi donner une possibilité d'automatiser d'autres types de process, pas seulement la réconciliation. Ça va être possible aussi de pouvoir améliorer toute l'efficacité des processus de conformité et de reporting. Et donc de surveillance et d'analyse, effectivement. D'accord. Merci Marie-Christine. Et en fait, c'est une très belle transition vers le prochain thème qu'on souhaiterait aborder qui concerne justement tout ce qui est analyse, surveillance et reporting. Donc de nouveau, on va profiter de la présence de Delphine qui représente donc Crédit Agricole dans cette discussion pour lui adresser la prochaine question. Si on parle justement de l'impact sur les processus d'analyse, de surveillance et de reporting, comment est-ce qu'on peut gérer la coexistence des formats différents au sein d'une institution financière comme Crédit Agricole? Bonjour, oui, merci. Merci Thomas, bonjour à tous. Au Crédit Agricole, on a adopté depuis 2012 déjà la solution client léger de Messaging Warehouse et on l'a implémentée dans notre offre Swift auprès de nos clients. Donc via cette application, l'ensemble de nos utilisateurs, qui sont presque aujourd'hui 2000 répartis dans nos 69 entités ou clients, ont un suivi en temps réel de leurs échanges Swift, que ce soit messages ou fichiers. En fait, la version ISO 20022 de Messaging Warehouse a permis d'intégrer les données riches donc, du nouveau format, donc des données riches métiers des messages MX, mais aussi les données techniques qui ont pu apparaître sur les nouveaux outils ou process mis à disposition par Swift. Donc, par exemple, cette notion de message hybride avec le MT embarqué dans un champ commentaire du message XML ou les différents codes retour du module Inflow Translation de Swift. Et en fait, l'avantage de la solution ISO 20022 de Warehouse, c'est qu'elle intègre tous les statuts, donc y compris les statuts de filtrage, pour que chaque message ou fichier sortant ou entrant puisse être visible. Et donc, ça permet à chaque département ou entité d'avoir une vue
complète, une vision complète sur la vie des messages et de leur historique et donc de leur historique en temps réel et à tout moment. Donc c'était intéressant comme solution. D'accord, très bien, merci Delphine. Bah, justement, Delphine aborde le thème de filtrage. Et donc, de manière plus générale, Marie-Christine, si on parle de filtrage, est-ce qu'on peut peut-être extrapoler et parler de l'impact de la norme ISO 20022 sur les processus de conformité de manière plus large? Sorry, Maria, I think you're muted. Yes, indeed. Apologies. Donc, désolé Thomas, j'étais en mute. Donc, effectivement, en termes de conformité, l'impact s'étend bien au-delà de la simple surveillance des comptes débiteurs et créditeurs, mais au-delà de la transaction elle-même, donc la transaction dans sa globalité, dans son entièreté. Et donc, effectivement, avec des données plus précises, beaucoup plus exactes, il est possible d'avoir des processus de conformité beaucoup plus ciblés qui vont permettre d'avoir une meilleure qualité et soulager les équipes qui gèrent justement la conformité. Cela veut dire aussi la capacité de pouvoir traiter des données plus granulaires. Et pour ce faire, il est impératif que les systèmes de filtrage aient la capacité de pouvoir être configurés de cette manière aussi granulaire comme le demandé par la norme. Et donc, c'est là où la solution apporte aussi un certain nombre de contraintes. ISO 20022 apporte un certain nombre de changements. Et clairement, comme la masse de données va être beaucoup plus importante et beaucoup plus riche, il est indispensable de penser à des modèles qui permettent d'alléger le travail des équipes. Et on pense à des modèles d'apprentissage et d'intelligence artificielle qui permettent effectivement d'améliorer l'efficacité de cette détection de conformité, mais aussi de pouvoir adapter les modèles de manière automatique sur des modèles supervisés ou non supervisés, et de pouvoir effectivement diminuer les faux positifs, qui est le grand problème aujourd'hui dans le marché, et surtout de ne pas arrêter des paiements qui sont propres et qui, si on les arrête évidemment, marqueraient une discontinuité dans le business. D'accord, très bien. Merci pour bah, ce résumé finalement des opportunités en termes de conformité. Si on parle maintenant de reporting, Delphine, est-ce qu'il y a des défis particuliers ou des opportunités que cette norme apporte? Alors oui, effectivement, Thomas, il y avait bien un objectif à mener, c'était d'intégrer dans l'outil Messaging Data House, d'intégrer les différents les nouveaux champs, tous les nouveaux champs en tant que critères de recherche, et donc permettre à nos clients de les utiliser via l'application. Donc utiliser ces critères de recherche, ces nouveaux champs, pardon, en tant que critères de recherche, mais aussi leur donner la capacité d'extraire leur message avec ces nouveaux champs. Donc, pour ce faire, on a dû, donc Crédit Agricole Payment and Services a dû mettre à jour l'ensemble des fonctions de reporting et l'ensemble des extractions qu'on met à disposition de nos clients afin de prendre en compte ces nouveaux champs, donc ces nouvelles données, et les restituer à nos clients. Donc, tout ça en gardant à l'esprit, bien évidemment, le besoin primordial d'assurer l'intégrité du message à tout moment, quel que soit leur format, donc que ce soit MT ou MX. Et donc, cette ampleur, ce nombre de nouvelles données a engendré, a expliqué, pardon, la complexité du projet. D'accord, donc on comprend bien les enjeux. Ben, j'en profite quelque part pour vous demander un retour d'expérience par rapport à justement ces différents enjeux. Est-ce qu'il y a eu des défis techniques ou métiers particuliers qui se sont posés et comment est-ce que vous avez pu les surmonter?
Alors, effectivement, la mise en place de la version ISO 20022 n'était pas un long fleuve tranquille et on a rencontré des difficultés dans des situations hybrides qui nous ont demandé une bonne coordination entre les équipes Swift et les équipes ISNet afin de trouver des données requises dans le message et de les corréler correctement dans le warehouse. Donc, des solutions créatives ont émergé et ont été nécessaires, comme par exemple opérer des parties de la chaîne de process sur des formats différents. J'explique. Par exemple, notre outil de filtrage gère à partir depuis mars 2023, gère uniquement le format ISO 20022, alors que pour limiter les impacts, on a préféré processer toujours, en tout cas en attendant la bascule globale de nos entités, processer toujours le format MT. Et troisième partie, on est en capacité d'émettre le format hybride. Donc, on voit bien que on était, pour un laps de temps qui va durer jusqu'en 2025 maximum, on va avoir à traiter les trois formats, donc ISO 20022, MT et ce fameux format hybride. Donc, alors, le dernier point, c'est que, outre ce problème de format, notre complexité s'est amplifiée par la nécessité d'être en mesure de gérer de manière automatisée des volumes de messages importants. Nous, on a en principe, Crédit Agricole, en général, on a plus d'1 million de messages par jour. Donc, cette volumétrie nous a généré pas mal de soucis, quant à l'implémentation de cette version ISO 20022. D'accord, merci Delphine pour ce retour d'expérience. Alors, on vient de parler de conformité, de reporting. Un des grands thèmes qui est également mis en avant lorsqu'on parle de la norme ISO 20022, c'est finalement la fraude et donc la prévention et la détection de la fraude. Alors, ici, pour aborder ce thème, j'aimerais poser des questions à Marie-Christine et à Damien également sur la fraude. Donc, je vais peut-être commencer par Marie-Christine. Quand on regarde la fraude plus spécifiquement, les volumes de paiements frauduleux ont triplé depuis 2011 et atteindraient des niveaux records de plus de 48 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Ça représente une préoccupation majeure dans l'industrie, forcément. Donc, quel pourrait être le rôle de cette norme ISO 20022 dans la détection et la résolution des fraudes, Marie-Christine? Oui, donc en effet, la fraude est un problème au niveau de l'industrie, clairement. On en est tous impactés au jour le jour aussi. Les méthodes actuelles, effectivement, sont basées sur des règles, donc des règles de base qui sont relativement simples, qui sont par exemple basées sur les limites de montant journalières, limites de montant par mois aussi, par compte, etc. Des horaires qui sont inhabituels, par exemple les heures traditionnelles de bureau, ou des localisations qui sont suspectes. Par exemple, il y a d'autres critères, mais en réalité, ces règles sont relativement simples sur des données relativement succinctes. Effectivement, ISO 20022 va apporter des nouveaux supplémentaires sur tous les différents acteurs autour d'un paiement, tous les intermédiaires, et va permettre d'avoir une détection de fraude beaucoup plus ciblée, plus raffinée, de comportements qui pourraient être anormaux et qui seraient indétectables avec les méthodes actuelles. Donc, ces méthodes font face aussi de plus en plus à des modèles de sophistication de la part des fraudeurs de plus en plus complexes. On le voit avec les money mule accounts, on le voit aussi avec les paiements autorisés qui sont poussés vers les institutions. Donc il y a de plus en plus de sophistication et de moins en moins de moyens de bien identifier ces cas de fraude. Donc, dès lors, on se rend compte que l'intelligence artificielle est extrêmement utile à ce niveau-là pour pouvoir agréger, faire des références, pouvoir faire des associations, pouvoir corréler certaines données qui sont des données de messages, de transactions, paiement, mais aussi des données sur les individus qui participent à la transaction. Et ces inférences doivent pouvoir être faites sur des messages de formats différents, des messages sur des périodes de temps extrêmement longues,
Donc, il faut pouvoir avoir la capacité de maintenir toutes ces données. Et donc, voilà, il y a toute une série de problématiques. On le voit, par exemple, dans le cas des messages doubles, hein, des messages de détection double, où on doit pouvoir faire des références à des données. Et on l'a vu plus avant sur, par exemple, le bénéficiaire. Et comme les données sont bien plus structurées, c'est bien plus évident pour une machine de pouvoir les apprendre. Donc, pour faire face à ces défis, c'est clairement important de pouvoir considérer l'intelligence artificielle et le machine learning. Ça permet d'identifier rapidement les anomalies, de les interpréter aussi, de les visualiser de manière à ce que ce soit bien analysé par les experts de fraude. Et tout ça à n'importe quel moment dans le cycle de la transaction, pendant la transaction ou même éventuellement même après la transaction. Alors, ces outils permettent aussi d'éviter toute une accumulation de fausses positifs et une amélioration des taux de paiement propres. Donc, on est un peu dans le même débat que celui de conformité. C'est l'utilisation de nouvelles technologies dans des cas bien précis pour pouvoir améliorer l'expérience client sur les paiements. Très bien. Merci pour ce point de vue, Marie-Christine. Damien, est-ce que vous aurez quelque chose à ajouter ou à compléter sur ce que Marie-Christine vient de dire? Peut-être un retour d'expérience du point de vue BNP Paribas? Oui, donc je pense que Marie-Christine a déjà expliqué les avantages de cette norme et de cette migration ISO 20022. En effet, toute la partie fraude a toujours une longueur d'avance sur les moyens qu'on met pour la prévenir. Maintenant, ce que je voulais quand même attirer l'attention, c'est qu'il faut aussi rester réaliste sur où on est maintenant. On vient de commencer cette migration 20022. Delphine mentionnait les différents formats avec lesquels on doit faire face. On a des nouveaux messages ISO, on a ces formats hybrides, on a encore des messages MT parce que les banques ont jusqu'en 2025 pour finir leur migration. Donc, on fait face à une multitude de formats et de données. Et pour permettre que cette migration se passe sans impact majeur sur l'exécution des paiements de nos clients, hein, je le mentionnais, il faut faire attention à ne pas faire tomber le taux STP. La stratégie en interbancaire qui a été définie est de dire qu'on approchait plutôt la migration dans ce qu'on appelle un like for like, c'est-à-dire on utilise ce nouveau format, mais on garde les données telles qu'elles étaient transmises dans l'ancien format dit MT. Un bon exemple, par rapport à ça, c'est les adresses. Amel a montré tout ce que pouvait offrir ISO sur les côtés structure des données. On voyait bien le nom du bénéficiaire dans un champ dédié, l'adresse dans un champ dédié, mais avec une certaine structure, et le numéro de compte. En ce qui concerne l'adresse, on constate que la migration tend à garder ce côté non structuré de l'adresse dans un premier temps, et on ira seulement par la suite vers ces données structurées qui vont grandement augmenter l'efficacité des outils de filtrage et de fraude. Mais tout ça se fera étape par étape. Et on se rend même compte que certaines règles ou certaines granularités de l'ISO devront être ajustées pendant cette phase de migration parce qu'il y a peut-être des objectifs qui, sur le court terme, sont trop ambitieux, mais on ne veut pas non plus complètement ne pas les réaliser. Donc, il faut peut-être trouver un format hybride qui se dit les champs principaux, justement, pour la fraude, et tout ça doit être structuré et le reste de l'information peut rester non structuré. On le constate aussi avec des données plus précises comme les LEIs ou les Legal Entity Identifiers ou les nouveaux moyens qu'on va utiliser pour identifier aussi les personnes physiques. Ils sont pris comme un complément à l'information existante, mais ne sont pas encore vus comme un remplacement de l'information actuelle. Donc ça vient compléter, mais ça ne vient pas encore remplacer. Une des raisons, c'est toujours ce côté qu'on a encore ces anciens formats qui tournent et qui ne sont pas capables de transporter ces nouvelles informations. Donc, oui, la norme va apporter beaucoup de choses et on y croit beaucoup côté BNP, mais il va falloir encore s'adapter. Il y a un ensemble de règles qui vont
devoir être updatés, ce qu'on appelle les market practices, quelles sont l'utilisation et les recommandations en interbancaire qu'on va faire, qui devront être mises à jour afin de vraiment pouvoir bénéficier à 100% de la valeur ISO. Très bien, merci pour cette intervention, Damien. Et si on regarde peut-être de manière plus large, Marie-Christine, quelles sont les prochaines étapes dans la lutte contre la fraude? Donc, dans la lutte contre la fraude, clairement, il y a encore énormément à faire, mais je vois deux grandes étapes, je dirais. La première, c'est l'harmonisation au niveau européen de l'identité digitale. Donc aujourd'hui, on sait que la plupart des juridictions ont défini des identités digitales au niveau domestique. Elles sont tout à fait alignées avec ce que la Commission européenne a défini comme EU Digital Identity. Donc à ce niveau-là, on a des solutions d'un point de vue domestique dans chaque pays. Néanmoins, elles ne sont pas forcément exportables d'un pays à l'autre. Donc cet aspect-là d'harmonisation est toujours à définir. Le deuxième aspect, ça concerne la lutte contre la fraude. Et là, l'industrie financière a clairement demandé aux régulateurs de pouvoir combattre la fraude de manière conjointe au niveau de l'industrie. Et pour ce faire, de revoir effectivement la directive sur les services de paiement 2, donc la DSP2, afin justement de collaborer de manière collective contre la fraude. Pour ce faire aussi, il sera important, d'un point de vue de la régulation également, de pouvoir avoir une plus grande transparence sur les outils dont j'ai parlé précédemment, qui vont permettre d'améliorer la détection de fraude, comme l'intelligence artificielle et le machine learning. Et là, ça demandera une plus grande transparence sur les process, ce qui typiquement est expliqué en anglais par explainability du process, explicabilité du process. Et donc, c'est cet aspect-là que les entreprises vont devoir effectivement démontrer par rapport à la régulation qu'elles sont tout à fait transparentes et ouvertes à ce niveau-là. Très Donc, bien, en gros, ce merci. sont les deux grosses tendances au-delà de ce dont Damien a déjà parlé et qui reste une grande, je dirais, un grand pas à faire également en termes d'unification de market practice et d'utilisation de la norme. Donc si j'entends bien, encore peut-être un petit peu de travail à faire au niveau régulatoire. Tout Alors, à fait. pour la suite de la discussion, ce que j'aimerais bien faire, c'est que j'aimerais parler peut-être de considérations plus opérationnelles. Et donc, on va parler de migration à proprement parler. Alors, de nouveau, on a la chance d'avoir Capgemini qui participe à la discussion, ainsi que deux grands groupes bancaires. Donc, ça m'intéresserait de leur adresser quelques petites questions sur justement ce parcours de migration. Et peut-être une première question pour Amel. Donc, finalement, les avantages de l'ISO 20022 sur les processus bancaires sont clairs, mais est-ce que vous pourriez nous dire où on en est aujourd'hui dans le marché? Oui, tout à fait. Alors, aujourd'hui, on a bien vu, il y a eu la première grande étape en Europe qui a eu lieu en mars avec la migration des RTGS Target 2 de la Banque centrale européenne et également Euro1 de l'Association des banques européennes. Ensuite, à ce stade, on constate que environ 80% des banques ont opté pour une migration tactique. Et en quoi consiste la migration tactique? C'est simplement, il y a pas mal de choses derrière, mais c'est la mise à niveau en fait de l'infrastructure du système d'information de la banque. Et simplement, la migration tactique a été choisie pour être au rendez-vous en mars 2023, parce que c'était plus rapide de le faire de cette manière-là. Après, on sait que l'adoption complète de la norme ISO 20022, on a jusqu'en novembre 2025 et on sait d'ores et déjà qu'elle ne couvrira pas tous les canaux. On peut parler notamment des paiements par carte qui, eux, sont couverts par la norme ISO 85-83 et qui continuera à coexister dans le monde des paiements avec la norme ISO 20022.
Très bien, merci Amel. Alors on parlera de coexistence un peu plus tard dans la présentation. Mais donc ici, on a parlé de pas mal d'institutions financières qui finalement optaient pour une migration plutôt tactique. Est-ce qu'il y a finalement des leçons à tirer à ce stade sur justement les premières étapes de ce trajet de migration pour les institutions financières avec lesquelles Capgemini a collaboré ces derniers mois? Oui, en fait, le programme de migration ISO 20022 a suivi je dirais, la méthodologie des grands projets. Donc déjà une transformation pluriannuelle qui passe par différentes étapes, un diagnostic, une conception, une définition d'une feuille de route avec la mise en œuvre. Et on a vu que l'analyse elle-même, en fait, a pris entre 6 mois et 1 an en fonction de la complexité du système chez nos clients. Après, je dirais, il y a une chose qui est claire aujourd'hui, c'est que on a conscience, et tout le monde a conscience qu'il y a encore beaucoup de problèmes qui n'ont pas été résolus et qui vont nécessiter de nouveau ces différentes phases, et on va devoir passer par une transformation qui peut être soit en termes d'organisation pour absorber tous les bénéfices de la norme. Ça peut passer également par des nouveaux processus et pourquoi pas également de nouvelles applications de paiement. Très bien, merci Amel. Alors, puisque finalement on a Crédit Agricole et BNP Paribas qui participent à la discussion également, j'aimerais peut-être leur adresser la question. Et donc ici, Amel a parlé du fait que donc certaines institutions financières avaient opté pour une migration tactique. Damien, est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur les questions que BNP Paribas se posait en termes de conception et de déploiement, les différentes options qui étaient sur la table et finalement vers quoi le groupe s'est dirigé? Oui, en effet, Thomas, je peux un peu élaborer là-dessus. Je pense que les différents scénarios ont déjà été abordés ou mentionnés. Donc, on peut avoir des migrations plutôt tactiques, c'est-à-dire être présent en interbancaire pour répondre aux besoins, comme le mentionnait Amel, de Target 2 et Euro One qui ont fait la migration dans un mode Big Bang. Il y avait un week-end de migration et après, on se devait d'être en ISO. Mais ça ne veut pas pour autant dire que toute l'infrastructure en interne a migré ISO. Donc, qu'est-ce qui a été fait chez BNP? C'est une analyse des différentes applications, de définir quelles étaient la stratégie cible, quelle était l'architecture cible, et sur les applications qui faisaient partie de l'architecture cible, bien sûr, travailler et être en mode ISO de façon native était primordial. Et pour les applications qui n'étaient pas cibles et qui allaient au fur et à mesure de l'adoption ISO et de la fin de cette coexistence être décommissionnées, on a pris bien sûr une option tactique, donc de bien être présent sur l'interbancaire, mais continuer le processing dit en MT en interne. Donc, au sein d'un même groupe, on peut voir différentes stratégies en fonction des applications, des moteurs, des différents moteurs de paiement. Et quand je discute avec mes confrères, tout le monde a pris la même stratégie. Je pense que cette migration ISO a aussi forcé les banques, et je trouve ça très positif, à rationaliser les applications qu'ils utilisaient et de concentrer le processing sur des applications centralisées et d'en profiter pour décommissionner des systèmes legacy. Maintenant, ce qui est aussi important à mentionner et qui peut parfois créer un peu de friction au démarrage, c'est que ISO 20022 définit une base commune, un langage commun entre l'ensemble des utilisateurs, mais on peut quand même avoir des spécificités parce que si vous prenez un message ISO 20022, le backsuite, le credit transfer entre deux banques, vous pouvez voir qu'il est extrêmement riche. On parle
je suis même plus milliers de champs qui sont possibles à être utilisés. Donc, on en utilise un sous-groupe défini sur base de règles et donc, on peut avoir des différences entre une infrastructure de marché type Target 2 et la partie Swift CVPR+, où l'ensemble des guidelines et des validations peuvent différer. Parfois parce qu'on peut avoir sur un marché européen des utilisations bien plus précises de certains champs, alors que Swift doit couvrir l'ensemble du monde et des besoins de l'ensemble des banques, et parfois des validations qui sont plus strictes même sur Swift parce que la communauté a voté dans ce sens-là et que Target 2 a pu décider de faire différent. Donc on voit que même malgré cette norme, il y a quand même des petits ajustements, mais qui sont beaucoup plus faciles que lorsqu'on parle de messages complètement différents, parce que ce qui pour moi est clé dans cette migration ISO, c'est qu'on parle maintenant tous des mêmes champs, les mêmes termes. Chaque champ a son nom et on peut se comprendre. Il n'y a plus d'interprétation entre ce format-là et ce format-là, je mappe ce champ dans celui-là. Là, au moins, on utilise la même nomenclature. Très bien, merci. Et donc justement, quand on parle de ces différents enjeux, est-ce qu'il y a des facteurs de succès que vous souhaiteriez mettre en avant et par la suite, j'aimerais adresser la même question à Delphine. Oui, bien sûr. Je pense qu'un point que Carmel a mentionné, je pense une ou deux fois pendant son speech et qui est vraiment important, c'est qu'il faut faire ce diagnostic avant de commencer. C'est un changement de l'architecture complète. Alors, je dis pas que tout doit changer, mais il faut la revoir. Il faut vraiment déterminer toutes les applications qui sont impactées. Donc, ce diagnostic, il est primordial. Après, on a discuté, définir la stratégie pour les applications. Mais un élément qu'on sous-estime souvent l'importance, c'est la partie testing. Alors, quand je dis la partie testing, les tests de chaque applicatif, tout le monde le fait. Mais la partie end-to-end, end-to-end en interne, donc vraiment tester toute la chaîne de valeur en interne, mais aussi avec les correspondants ou au sein même des différentes entités d'un même groupe. Mais il est vraiment primordial de tester ces flux-là parce que chacun peut avoir son interprétation, la façon dont les données sont utilisées aussi. Donc, c'est vraiment très important et ça doit se faire pendant la phase de test, donc vraiment dans les environnements de test. Mais pour nous, on a aussi vraiment identifié une grande valeur à faire des tests dits penny tests, donc des tests en production avant l'activation pour vraiment s'assurer que la chaîne fonctionnait de bout en bout, que nos correspondants étaient capables de recevoir nos messages, qu'on était capable aussi de recevoir leurs messages et de les exécuter de façon correcte. Et on continue à le faire parce qu'on n'a pas, comme la migration ISO sur le CBPR+, n'est pas un big bang, on active des corridors avec nos correspondants de façon régulière. Quand eux sont prêts, quand un autre infrastructure de marché migre, on voit ici Chaps qui va bientôt migrer, on activera nos flux en GBP en norme ISO au même moment. Donc, on a vraiment besoin de ces tests end-to-end. Et donc, quand on parle de end-to-end, on a pour moi au sein des banques, on lance un projet de type ISO, de vraiment avoir le concept d'une équipe. Il y a vraiment ce besoin de tester ça end-to-end, d'avoir quelqu'un qui chapeaute ce programme pour vraiment fonctionner dans un mode one team. D'accord. Est-ce que dans ce que Damien vient d'expliquer, Delphine, il y a des choses qui font du sens ou des similarités avec ce que vous avez comme retour d'expérience chez Crédit Agricole? Tout à fait, Thomas, tout à fait. Effectivement, dans ce que vient de dire Damien et Amel précédemment, je suis en complète phase avec eux, c'est-à-dire que, alors, outre effectivement la phase d'état des lieux du recensement des applications afin de capitaliser, de rationaliser les applications et de peut-être les abandonner si elles ne peuvent pas évoluer. La partie test qui est primordiale, comme disait Damien, et de bout en bout, il y a un aspect aussi important que nous, en tout cas de notre côté,
je voudrais soulever parce que c'est vraiment à prendre en compte, c'est l'aspect planification. Planifier cette migration au plus tôt, c'est important pour avoir le temps justement de l'appréhender. Et comme point de départ, je pense que comme tout gros projet, il faut créer une gouvernance solide pour la superviser, donc pour superviser cette migration au sein de l'entreprise. Et donc cela nécessite des canaux de communication fluides entre les différentes parties prenantes dans l'entité, donc au niveau métier et au niveau IT, puisque nous, on va prendre en compte cette migration par rapport aux différents projets chez nos clients, donc chez nos entités. C'est elles qui vont planifier leur migration, donc depuis leur back-office avec leurs applications. Et nous, on va les aider à aboutir, donc à aboutir et à être ISO ready à temps et selon leur planning de migration. Donc, on est complètement tributaire et c'est pour ça qu'il faut vraiment planifier les choses, avoir une gouvernance solide et les bons interlocuteurs et essayer et créer une bonne communication entre ces différents interlocuteurs. Donc, c'est très important. Chez CAPS, on a fait face, nous, pour cette première étape de mise en place de la version Data Warehouse et ISO 20022 pour mars 2023, parce que la première étape, c'était mars 2023, on a fait face à un problème d'interprétation des règles. C'est-à-dire que, et donc notre projet a demandé un effort considérable de coordination avec les équipes IT et développement de ISNET pour avoir une implémentation correcte. S'il faudrait apporter une leçon, si on peut en tirer une leçon de cette première étape par rapport à ce gros projet de migration, c'est qu'il est essentiel d'établir dès le départ, là où je parlais de gouvernance, je parlais de canaux de communication fluides, il faudrait aussi établir dès le départ des équipes dédiées à ce projet-là, que ce soit chez nos clients, donc nos entités, pour avoir des interlocuteurs dédiés et pour prendre en charge le sujet, respecter les plannings et trouver les solutions et les bonnes solutions pour aboutir sur ce projet-là. Donc, établir donc dès le départ des équipes dédiées. Nous, c'est ce qu'on a fait avec les équipes de Swift, avec les équipes de ISNET et ainsi on a pu adresser conjointement via de nombreux workshops, des workshops de travail. On a pu adresser conjointement des problèmes complexes et trouver des solutions à temps pour mettre à disposition la version ISO 20022. Très bien, merci Donc, beaucoup pour voilà, ce retour c'était mon retour d'expérience. Super. Alors, donc ici, quand on parlait de migration, on a notamment parlé de coexistence, et donc c'est justement le sujet de la suite de notre session aujourd'hui, c'est cette considération d'interopérabilité et de coexistence de formats. Alors, Amel avait brièvement introduit le concept il y a quelques minutes. Je vais peut-être adresser ma question à elle d'abord. Lorsqu'on parle de problématiques d'interopérabilité et de coexistence, quelle est la situation actuelle dans le marché? Alors, comme l'a souligné également Damien un peu plus tôt, on a deux phases. On constate que les différents RTGS, en fait, eux, ont opéré en mode Big Bang, simplement, et en mars et pour la zone euro en tout cas. Et Swift, avec CBPR+, a choisi en fait de faire cohabiter et les messages en MT et les messages en MX. Et en fait, ceci s'explique en fait par le fait que les différents systèmes nationaux en bout de chaîne avancent en fait à des degrés différents et ils ont jusqu'à novembre 2025 pour y arriver.
donc il y a poursuivre, ça s'explique par ce fait-là, mais par contre, on peut s'attendre en fait d'ici 2025 à avoir à peu près 80% des volumes de paiement qui seront exécutés selon la norme ISO 20022 quand même, et dans la majorité des devises au fil du temps. Bien, merci Ahmed pour cet aperçu du marché. Si on parle spécifiquement de BNP Paribas, Damien, comment est-ce que vous allez gérer cette coexistence jusqu'à 2025? Je pense que, en effet, on va devoir la gérer. On se rend compte que ça amène quelques challenges, hein, parce qu'il va falloir, on aurait voulu peut-être décommissionner les systèmes qui utilisaient les anciens messages plus tôt, mais on voit qu'il y a vraiment cette volonté d'aller vers l'ISO, et Suivre va aider la communauté dans ce sens-là, parce qu'ils viennent de démarrer le week-end passé ce qu'ils s'appelle Transaction Manager, et donc Suivre va faire un peu plus que être un réseau. Il va aussi travailler pour garantir le transport de ce message ISO de bout en bout de la chaîne. Donc, ça va permettre quoi? Ça va permettre à des banques qui ne sont pas encore 100% compatibles ISO, donc vont recevoir ce message hybride tel que le mentionnait Delphine, le processer en MT, réémettre en MT comme avant, et ce Transaction Manager va récupérer ce message MT, l'enrichir avec le message original et pouvoir délivrer ce message ISO à la banque suivante. Et ça, c'est très important parce que ça va décorréler le besoin que l'ensemble des acteurs soient prêts au même moment. Donc, ça va déjà aider grandement les banques à gérer cette coexistence et faciliter, je pense, la fin en novembre 25. Enfin, plutôt sécuriser la fin des messages ISO en novembre 25. En plus, je pense qu'il y aura aussi des intérêts pour les banques de ne pas attendre le dernier moment, parce qu'on voit d'autres initiatives apparaître sur le marché, hein, des programmes de connexion des paiements internationaux avec les systèmes locaux. Je pense qu'on peut mentionner l'initiative de EBA TCH, IXB pour connecter les deux clearings, mais aussi ce qui vient d'être publié sur le OCT, hein, le One Leg Out Credit Transfer sur la zone euro, pour processer des paiements internationaux via le SCT INS. Donc, je pense que tous ces facteurs-là vont faire que j'espère qu'avant 25, j'aimerais être plus ambitieux que Suivre sur les 80%. Très bien. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience du point de vue de BNP Paribas. Amel, quelles sont les prochaines étapes auxquelles on peut s'attendre finalement dans ce trajet de coexistence? Alors, les prochaines étapes, en fait, elles sont dans l'adaptation complète de la norme, parce qu'aujourd'hui, les banques ont plutôt opté pour une migration tactique, et aujourd'hui, il y a donc du moteur de paiement et pour acheminer en fait le process complet. Et aujourd'hui, c'est plutôt être à l'écoute des clients et capter en fait toute la valeur ajoutée de la norme ISO 20022 avec l'enrichissement des données, et en s'appuyant en fait sur les différentes technologies, l'intelligence artificielle, les API, etc., pour répondre en fait aux besoins des clients et continuer à transformer le reste de la chaîne du process métier. Très bien, merci Amel. Alors, on a parlé justement de toutes ces considérations techniques et opérationnelles, mais un autre grand thème à aborder, c'est finalement l'apport de valeur de la nouvelle norme ISO 20022. Donc ça, c'est peut-être une question adressée à Damien. En ce qui concerne les demandes de clients, quelles sont les offres métiers qui vont pouvoir bénéficier de cette nouvelle norme ISO?
Alors, il y a plein d'aspects. Je pense que le premier que tout le monde mentionne toujours et qui est réel, c'est la capacité de fournir plus d'informations, des informations dites riches. Mais ce n'est pas seulement le fait d'être en capacité de les fournir, c'est aussi d'être en capacité de les fournir de façon structurée. Parce que beaucoup d'informations, c'est bien, si c'est non structuré, ça devient très compliqué à exploiter. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir cette donnée riche et structurée? C'est parce que ça va permettre de faciliter la réconciliation des paiements, de pouvoir plus vite faire le lien entre le paiement et la facture. Et donc tout ça va améliorer le process de réconciliation et de suivi de ces transactions. Alors, on a aussi le point que je mentionnais, on voit les systèmes locaux aussi utiliser la norme ISO 20022, donc on va pouvoir de façon beaucoup plus aisée les utiliser pour exécuter les paiements internationaux. Donc on va aussi pouvoir optimiser l'exécution de ces paiements, que ce soit d'un principe de coût, mais aussi d'un point de vue de temps d'exécution. La plupart des systèmes locaux migrent sur un modèle instantané. Donc, les paiements internationaux pourront, dans certains cas, en bénéficier. Donc, il y a tous ces aspects-là. Et ça, c'est pour pouvoir aller vers un paiement instantané et sans friction, le Instant and Frictionless Cross-Border, il faut avoir ces données exactes et structurées. Parce que dans un modèle instantané, on n'a pas le temps d'aller rechercher et de tout dans une masse d'informations, les informations qu'on a besoin. Et je pense aussi que pour nos clients, c'est l'opportunité d'avoir un type de message, une base de données structurée de façon unique pour l'ensemble de leur paiement, quel que soit finalement le pays depuis lequel ils émettent, parce que cette migration ISO va aussi aider à l'élimination des messages et des formats locaux. On voit vraiment que c'est une opportunité pour standardiser les messages. Très bien. Merci beaucoup, Damien, pour justement ce point de vue sur justement les apports de valeur de la norme. Alors, je pense maintenant, en regardant l'heure qu'on avait prévue, on approche tout doucement de la fin de la session. Et ce que je vais faire dans un premier temps, c'est peut-être tout simplement repasser en revue les différentes conclusions qu'on a pu tirer de ces différentes interventions. Donc, en résumé, je crois qu'on peut conclure que la norme ISO 20022 vise une harmonisation globale qui va permettre d'améliorer l'automatisation des paiements, l'analyse du business et des opérations, certainement les processus de fraude et de conformité, et en même temps pose les bases pour un développement d'offres de produits innovants et donc des nouvelles opportunités pour les institutions financières. Ce qu'on avait prévu de faire en fin de session, c'était justement de passer en revue les questions qu'on aurait pu recevoir de la part de l'audience. Et on a reçu quelques questions, donc on va essayer de les traiter avec le temps qui nous reste. La première question qu'on a reçue, je pense qu'elle est plutôt adressable à Damien. C'est une question, donc, en tant que dois-je migrer vers ISO 20022? Comment et quand? Okay. Question intéressante. Oui, il faudra migrer. Alors, cette migration peut prendre plein d'aspects différents. Pour moi, je dirais que la première chose à faire, c'est comme pour les banques, c'est de faire un diagnostic de la situation actuelle. Et quand je dis diagnostic, c'est vraiment, pour moi, la première chose que je conseille, c'est un diagnostic sur les données, la structure des données. Qu'est-ce que vous avez déjà dans vos bases qui sont structurées? À quel est le niveau de granularité? C'est une opportunité aussi pour pouvoir faire une revue de ces données et avec l'argument qu'à partir du moment où elles seront structurées, on pourra aussi non pas juste bénéficier pour l'exécution des paiements ISO, mais aussi pouvoir être plus efficace dans la prévalidation de ces données, parce qu'on va pouvoir aller valider des données précises. Donc ça, c'est un assessment qui est important aussi pour identifier l'ampleur du chantier qui va être
auxquelles ils vont devoir faire face. Le deuxième point, c'est après tout ce qui est messagerie. Quels sont les formats que vous utilisez actuellement et quelle est la stratégie que vous voulez adopter pour l'envoi de vos paiements dans le futur. On a aussi les normes ISO 20022 dans la partie corporate to bank avec les PN 001. On voit aussi un appétit de plus en plus important pour aller vers des API. Et tout ça est possible parce que tout ça se base sur cette norme 20022. Comme je le disais, on parle tous maintenant la même langue, c'est le même champ. Et bien sûr, il faut le faire en consultation avec la stratégie de votre banque, parce que si elle n'est pas en capacité de les recevoir, ou si par exemple, on le voyait dans l'exemple sur le slide où on voyait les migrations des différents clearings, si vous faites principalement des flux en dollars et que sur le clearing local et que le dernier clearing Fed est en novembre 25, peut-être que l'intérêt pour vos flux, ce n'est pas la priorité numéro 1. Il faut peut-être se concentrer premier sur les flux euros qui sont déjà migrés. Donc, il y a vraiment ce travail à faire et ne le faites pas seul. Faites-le avec vos providers de logiciels, mais aussi avec vos banques partenaires afin qu'elles puissent vous guider au mieux dans cette démarche. Ne foncez pas de votre côté. Je pense que les banques ont déjà appris beaucoup et donc peuvent vous aiguiller et vous aider dans cette migration. Merci Damien. On a reçu une deuxième question, une question en fait sur tout ce qui est messages tronqués. Donc, quel est l'impact des messages tronqués? Est-ce que c'est quelque chose que Delphine pourrait peut-être aborder? Oui, bien sûr Thomas. Effectivement, c'est une problématique, la troncature des messages. Donc, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si une contrepartie vous adresse, et parce qu'elle est prête en ISO, vous adresse un message ISO et que vous ne le soyez pas, et ben du coup, via Swift, ce message, vous allez le réceptionner tronqué parce que vous allez le réceptionner au format MT. Et donc, toutes les informations potentiellement complétées du format riche, vous allez les perdre. Et donc là, c'est ce qu'on appelle la troncature. Et donc, c'est dû par le fait que la migration CBPR+, soit une migration progressive. Et donc, cette troncature, elle génère de la perte d'informations durant la vie du message. C'est-à-dire que vous allez recevoir une information au format comme aujourd'hui, MT, enfin comme avant, on va dire, MT, donc appauvri des données riches. Et donc, pour votre compliance, par exemple, eh ben, vous allez vous baser sur des informations où il vous manque des informations. Et donc, ça, c'est une problématique. C'est en ça où OK, CBPR+, c'est une migration progressive, 2023 à 2025. Donc, ça laisse le temps à chaque contrepartie de mettre ça dans sa roadmap annuelle ou pluriannuelle. Mais plus on va aller, plus il y aura de contreparties qui seront prêtes. Et donc, si vous n'inscrivez pas ça dans votre feuille de route au plus tôt, vous allez au fur et à mesure perdre de plus en plus d'informations. Et cette notion de message tronqué et donc de perte d'informations est une notion importante autour de tout ce qui est la compliance et du message filtré. Donc voilà ce que je pouvais dire autour du message tronqué ou de la troncature. Très bien. Alors, on a peut-être une dernière question à aborder assez rapidement parce que je vois qu'il nous reste assez peu de temps. Peut-être une question que j'adresserai à Amel. On nous demande la question, quels sont les critères de l'ISO 20022 les plus utilisés dans le reporting? C'est une très bonne question. En fait, le reporting aujourd'hui, à ma connaissance, n'a pas trop changé suite à la migration en mars. On reste encore sur les mêmes formats et il faut que les banques arrivent à s'approprier le nouveau format MX parce que les données sont beaucoup plus riches, elles sont plus structurées. Donc, je dirais que ça fait partie en fait des prochaines étapes et les critères qui peuvent être utilisés en fait dans le cadre
des futurs reportings, notamment les reportings réglementaires, mais on peut penser également à des reportings à la carte auprès des clients. Ça peut toucher la remittance info, ça peut toucher les données du bénéficiaire et en s'appuyant, comme je disais tout à l'heure, sur les API et peut-être une temporalité en fait de reporting beaucoup plus adéquate en fonction des besoins des différents clients. J'espère avoir répondu à la question, mais voilà, ça fait partie vraiment pour moi des prochaines étapes, si ce n'est cette année, au plus tard l'année prochaine en tout cas, pour être up to date là-dessus et que les différentes institutions financières puissent répondre et exploiter toutes ces données vis-à-vis de leurs clients. Très bien. Merci beaucoup, Amel. On avait reçu une dernière question sur la fraude et l'intelligence artificielle, mais je pense que malheureusement, on ne va pas avoir le temps de la traiter. Donc, ce que je propose de faire, c'est peut-être de conclure ici. Tout d'abord, je voulais remercier tous les participants. Donc, un grand merci Damien, un grand merci Amel, un grand merci Delphine et un grand merci Marie-Christine pour tous ces points de vue. J'espère que la session a été enrichissante et pleine d'informations pour les personnes qui se sont connectées. S'il y a d'autres questions plus tard, il faut surtout pas hésiter à prendre contact avec nous. Mais donc voilà, je voulais remercier tout le monde pour leur participation et vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci Thomas. Merci à tous. Merci. à tous. Merci aussi à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au Au revoir. revoir.